Il nourrissait le rêve de devenir pilote de chasse. Il a commencé sa carrière en travaillant pour McDonald's et finalement il est devenu l'un des plus jeunes milliardaires de sa génération. Aujourd'hui, on retrace l'histoire d'un visionnaire des temps modernes, un précurseur d'Internet et un fervent défenseur de Bitcoin. On dit parfois de lui qu'il est destiné à devenir soit l'un des investisseurs les plus brillants de l'histoire, soit le plus idiot. Certains l'auront sans doute déjà compris, aujourd'hui sur GAC, on vous parle de Michael Saylor, le cofondateur et CEO de MicroStrategy. On vous raconte comment il a construit sa fortune en comprenant Internet bien avant tout le monde dans les années 80 et pourquoi il pourrait bien avoir encore aujourd'hui une longueur d'avance sur la compréhension de Bitcoin. Allez, c'est parti. Michael Saylor voit le jour en 1965 à Lincoln, dans l'état du Nebraska aux États-Unis. En tant que fils d'un sergent-chef de l'armée de l'air, il passe son enfance entre différentes bases militaires américaines, voyageant à travers le monde. Il passe la plupart de son temps à observer les avions décoller, atterrir et sillonner le ciel. Il est passionné par la science-fiction et rêve de devenir astronaute. Doté d'un esprit vif et brillant, il se distingue à l'école, figurant tous les ans parmi les meilleurs élèves de sa classe. Ses aptitudes académiques sont mises en évidence par son score exceptionnel au SAT, un test américain équivalent au baccalauréat, avec 1540 sur 1600. Grâce à ses excellents résultats, il se voit attribuer une bourse de l'armée de l'air américaine. Le jeune Michael fait le choix de rejoindre le prestigieux MIT, où il décroche un double diplôme en aéronautique et astronautique ainsi qu'en sciences, technologies et société, posant ainsi les fondations de sa future trajectoire exceptionnelle. D'ailleurs, c'est à cette période qu'il fait la rencontre décisive de Sanju Bansal, son futur associé chez MicroStrategy, mais on va y revenir. À la fin de ses études, Michael nourrit toujours son rêve de devenir pilote de chasse au sein de l'armée de l'air américaine. Cependant, la vie lui réserve un tout autre destin. Lors d'un simple examen médical de routine, il découvre qu'il a un souffle au cœur anéantissant, ainsi son rêve de devenir un jour pilote d'avion de chasse. En 1988, moins d'un an après avoir décroché son diplôme au MIT, il rejoint les rangs de DuPont, une multinationale du secteur de la chimie en tant que consultant logiciel. Surqualifié pour son poste et constamment en proie à l'ennui, Saylor ne tarde pas à envisager la création de son propre business. Cependant, au cours de ses 12 premiers mois au sein de l'entreprise, Michael impressionne tellement qu'il parvient à convaincre les cadres de chez DuPont de lui allouer 250 000 $, un bureau dédié et même un téléphone personnel, tout ceci dans le but de lui permettre de lancer ses propres projets en parallèle de ses fonctions chez DuPont. Pendant cette période, son ami Sanju Bansal l'avait également rejoint et c'est ainsi qu'ils ont commencé à bâtir ce qu'allait devenir MicroStrategy, avec DuPont en quelque sorte comme premier investisseur non officiel. Les événements se sont rapidement enchaînés, MicroStrategy est officiellement créée en 1989 et environ 2 ans plus tard, l'entreprise lance son premier produit, un logiciel de data mining. Vous vous souvenez, je vous disais dans l'introduction que Saylor avait au départ commencé à travailler chez McDo. Bon, c'est pas tout à fait correct, en réalité McDonald's est un des tout premiers gros clients que signe MicroStrategy pour un contrat d'une valeur de 10 millions de $. Les dirigeants de McDonald's ont très rapidement compris que les solutions et outils de MicroStrategy leur permettraient de collecter, gérer et analyser leurs données de vente et ainsi booster significativement le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est le début du Business Intelligence ou BI et du data mining. Une petite révolution est en marche. Alors, les connaisseurs me diront que les premières BI datent des années 80 et que MicroStrategy n'était absolument pas les seuls à proposer ce genre de choses. C'est tout à fait correct. IBM, Oracle, SAS ou encore Hyperion avaient tous commencé à lancer leur logiciel. Mais MicroStrategy se distingue par l'efficacité et la performance de ses modèles. Le mantra de la société, nous vivons dans un monde d'ignorance et notre mission est d'y remédier. Aujourd'hui, les entreprises du monde entier s'arrachent leurs solutions. Nike, The North Face, US Postal Service, 21st Century Fox et bien d'autres, plus de 900 entreprises utilisent dorénavant leurs produits. Tout comme la mission de Bill Gates chez Microsoft n'était pas simplement de vendre des logiciels, mais plutôt de faire en sorte qu'un ordinateur se trouve sur chaque bureau, la mission de MicroStrategy est en quelque sorte de placer une boule de cristal sur chaque poste de travail. Rendre l'information disponible partout, à toute heure et pour tout le monde. Magie, fantaisie, technologie, Saylor aime tellement ce triptyque qu'il a fait figurer cette citation d'Arthur C. Clarke au dos du prospectus de la société. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Rendez-vous compte, MicroStrategy a été fondée en 1989. À ce moment-là, on en était encore au balbutiement d'Internet. En 1989, il n'y avait pas plus de 100 000 machines connectées au réseau. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de Saylor comme d'un visionnaire. Il a vu le potentiel d'Internet, s'est positionné dessus et a exploité sa puissance avant tout le monde. Pour vous donner un autre petit exemple de sa capacité à voir le potentiel des nouvelles technologies, dans les années 90, il achète tous les noms de domaines sur lesquels il réussit à mettre la main.
Il dépense apparemment plus de 2 millions de dollars pour acquérir tout un tas de références comme strategy.com, blog.com, wisdom.com, speaker.com et même hope.com. Tout le monde le prend pour un fou, mais il est convaincu que ces espaces sur le web vaudront à l'avenir aussi cher qu'une parcelle de terrain à Manhattan. Posséder une boutique sur la 5e avenue à New York ou avoir un site internet chaussures.com serait tout aussi important dans les années à venir. Le monde accélérait sa transition dans l'ère du numérique et il en avait parfaitement conscience. Pour info, il se fera plus de 100 millions de dollars en revendant progressivement ses noms de domaine à des entreprises qui en avaient désespérément besoin. Le plus gros deal de tous date de 2019, 30 millions de dollars pour voice.com. Petite parenthèse d'ailleurs, hope.com que l'on vient d'énoncer, qui est un nom de domaine qui appartient toujours à Michael Saylor, redirige aujourd'hui vers une page dédiée à Bitcoin. La classe. MicroStrategy devient rapidement l'une des entreprises logicielles avec le développement le plus rapide de l'histoire. Pendant les années 90, MicroStrategy double son chiffre d'affaires tous les ans en moyenne. En 2000, la société pèse environ 11 milliards de dollars, emploie presque 1800 personnes et annonce son 16e trimestre de croissance consécutif, affichant un bénéfice de 3,8 millions de dollars et faisant de Saylor l'un des plus jeunes milliardaires des États-Unis à l'âge de 35 ans. Et pourtant, à ce moment-là, Michael vit encore dans une vieille maison plus que banale et conduit une Lexus aux portes cabossées. Dans un article du Washington Post, on apprend que le vendredi 17 mars 2000, Michael embarque dans un avion pour rentrer aux US depuis l'Europe. Lorsqu'il atterrit aux États-Unis, il apprend que l'action MicroStrategy a touché un nouveau plus haut, il vient de gagner plus d'1 milliard de dollars en seulement quelques heures. Mais comme le dit l'adage, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. À la fin des années 90, la plupart des entreprises technologiques, en particulier celles liées à Internet, avaient des valorisations boursières complètement déconnectées de leur réalité financière. MicroStrategy faisait clairement partie du lot. Sous la pression de la remontée des taux, la bulle finit par éclater à partir de mars 2000, s'étendant à l'ensemble des bourses et provoquant une récession économique globale. L'action de MicroStrategy s'effondre de plus de 60% en quelques heures. En une quinzaine de jours, Michael Saylor voit sa fortune diminuer d'environ 10 milliards de dollars, mais comme vous vous en doutez, ça ne l'a pas arrêté. MicroStrategy a survécu et se porte très bien aujourd'hui. Ils ont récemment publié leurs résultats de Q3 2023, enregistrant un bénéfice brut de plus de 100 millions de dollars, en augmentation par rapport à l'année dernière. Ce qu'il faut bien comprendre est que MicroStrategy, avant d'être un hedge fund sur Bitcoin, est une société très rentable, avec un business model reposant sur la vente de produits et de services avec presque 80% de marge brute. Gardez bien ça en tête pour la suite car MicroStrategy a un problème de riches. Ils sont assis sur une montagne de cash. Mais avançons. Plus de 10 ans plus tard, en 2012, il publie un livre, The Mobile Wave. How Mobile Intelligence Will Change Everything. Dans ce livre, il explique qu'une nouvelle vague est en train de se préparer et il anticipe l'impact révolutionnaire des technologies mobiles. Saylor explore comment les smartphones et les tablettes sont en train de transformer radicalement notre mode de vie, de travail et d'accès à l'information. Ce livre est une vraie source d'inspiration pour quiconque s'intéresse à l'avenir des technologies et à leur capacité à façonner positivement notre monde. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite vraiment à le faire, cela ajoute beaucoup de profondeur et de crédibilité à son analyse actuelle de Bitcoin. Le gars est smart, vraiment très smart. Bon, il faut quand même savoir qu'avant de devenir un soutien inconditionnel de l'invention de Satoshi Nakamoto, il en était plutôt un détracteur, ou au moins il était relativement sceptique. En 2013 par exemple, il prédisait sur Twitter la mort imminente de Bitcoin, notamment par le manque de personnalité supportant la technologie. Pour lui, ce nouvel outil allait connaître le même sort que les casinos en ligne. Ce n'était qu'une question de temps avant que Bitcoin ne soit interdit par les États. Après, pour la petite histoire, Satoshi Nakamoto lui-même doutait de son invention jusqu'à ce que le protocole soit finalisé et quasiment personne sur le forum sur lequel Bitcoin a été partagé en 2009 n'y a cru au départ. Bitcoin apparaissait alors simplement comme une énième tentative vouée à l'échec de résoudre le problème des généraux byzantins. Cela semblait beaucoup trop beau pour être vrai. Bref, en creusant un peu plus le sujet, Michael Saylor lui aussi changea d'avis. Il a vu l'écosystème se développer, il a vu Bitcoin renaître de ses cendres cycle après cycle, et malgré les bans chinois, les guerres civiles internes ou encore les crises majeures au sein de l'écosystème, Bitcoin était une sorte de train de marchandises lancé à pleine vitesse qui allait être très difficile à arrêter. Fondamentalement antifragile, Bitcoin se nourrissait année après année des épreuves qu'il traversait pour devenir plus efficace et plus sécurisé. Michael explique dorénavant qu'il considère Bitcoin comme la plus grande opportunité de sa vie. Souvenez-vous, il a quand même surfé sur la vague d'Internet, des smartphones et puis ensuite des réseaux sociaux. Et pourtant, selon lui, Bitcoin est encore au-dessus de tout cela.
Le potentiel de cette nouvelle révolution technologique est encore plus important. Selon lui, l'invention de Satoshi Nakamoto provoque une révolution profonde au cœur d'une technologie utilisée par l'humanité depuis plusieurs millénaires, l'or. Cette relique barbare, comme l'a qualifié Keynes, est sur le point d'être supplantée, tout comme les bougies l'ont été par les ampoules ou les chevaux par les voitures. Pour votre plus grand plaisir, voici quelques-unes des meilleures punchlines de Michael Saylor concernant Bitcoin. Bitcoin représente une banque virtuelle dans le cyberespace, dirigée par un logiciel incorruptible, offrant un compte d'épargne mondial abordable, simple et sécurisé à des milliards de personnes qui n'ont ni la capacité ni le désir de gérer leurs propres fonds spéculatifs. Google est le résultat de la mutualisation de l'énergie de l'information sur un réseau logiciel, un concept largement compris. En revanche, Bitcoin est le résultat de la mutualisation de l'énergie monétaire sur un réseau logiciel, un concept que peu de gens parviennent à appréhender. Et puis il arrive qu'ils partent dans des envolées lyriques comme par exemple « Satoshi a allumé un brasier dans le cyberespace ». Alors que les craintifs battent en retraite et que les insouciants dansent, les fidèles attisent la flamme et nourrissent le rêve d'un monde baigné dans la lueur chaleureuse de la cyberlumière. Ou encore, peut-être une de ses tirades les plus connues, Bitcoin peut être vu comme un essaim de cyberfrelons dévoué à la déesse de la sagesse, se nourrissant de la flamme de la vérité, gagnant en intelligence, vitesse et puissance de manière exponentielle, derrière une muraille d'énergie cryptée. Pour Michael Saylor, Bitcoin est entre l'invention et la découverte. C'est un mélange complexe entre la rareté numérique, la souveraineté monétaire absolue, le génie technologique pour tout mettre en œuvre. Il ne peut y avoir d'autres Bitcoin. Il parle souvent de l'environnement et du contexte unique présent au moment de la création de Bitcoin. Ces circonstances ne pourront jamais être répliquées. C'est ce que l'on appelle le Path Dependence Factor, ou dépendance au chemin emprunté. Il s'agit d'un concept fondamental à prendre en compte pour évaluer la probabilité d'un nouveau Bitcoin. Une simple analogie peut nous aider à illustrer ce point. Si Bitcoin était un dinosaure, ce serait un T-Rex. L'apex prédateur. En 2009, il est sorti de son œuf et a commencé sa croissance. Il était seul, ignoré de tous. À l'époque, personne ne s'intéressait aux cryptos. Il a donc eu le temps de grandir à son rythme, d'évoluer, d'apprendre, de subir des blessures et d'en guérir. 15 ans plus tard, il domine l'écosystème, omnipotent et pratiquement impossible à tuer. C'est pour cela qu'il est aussi important de bien conserver vos bitcoins. Vous avez de l'or numérique entre les mains. Sortez-le des plateformes d'échange. Vous comprendrez vraiment la puissance de ces nouvelles technologies quand vous aurez supprimé les intermédiaires et minimisé au maximum les risques de contrepartie. Mangox, Bitcoinica, BlockFi, Celsius, FTX, etc. L'histoire se répète cycle après cycle. Si ça vous intéresse, nous avons préparé une formation gratuite pour vous guider et correctement sécuriser vos cryptos. Je vous mets le lien en haut à droite et dans la description. Le prochain bullrun arrive à grands pas, c'est le moment de se préparer. Mais retour au sujet de cette vidéo. En août 2020, alors que Bitcoin oscillait autour des 10 000 $ depuis plusieurs mois, Saylor décide d'effectuer un changement de cap décisif dans la stratégie financière de son entreprise. Cette dernière allait commencer à convertir une partie de sa trésorerie en crypto, et plus particulièrement en Bitcoin. MicroStrategy acquiert à ce moment-là pour près de 250 millions de dollars de Bitcoin. Il expliquera alors que cette décision découle de sa profonde conviction que Bitcoin, en tant que la crypto la plus largement adoptée à l'échelle mondiale, représente une réserve de valeur robuste et un actif d'investissement particulièrement attrayant, avec un potentiel de croissance à long terme nettement supérieur à la simple détention de cash, qui fond comme neige au soleil à cause de l'inflation. Saylor va même plus loin, selon lui, Bitcoin est tout simplement une réserve de valeur supérieure à tout autre actif. Bitcoin, de par sa nature décentralisée et son offre limitée, incarne pour Michael Saylor l'avenir des réserves de valeur, dépassant de loin des actifs traditionnels comme l'or ou l'immobilier. Ces déclarations et l'acquisition de BTC par MicroStrategy a eu l'effet d'une bombe dans l'écosystème crypto et l'onde de choc s'est propagée dans la finance traditionnelle. Pour certains, ce fut même l'étincelle déclenchant le dernier bullrun. Depuis cette annonce d'août 2020, Michael Saylor continue de communiquer régulièrement sur les nouveaux achats de Bitcoin effectués par son entreprise. À l'écriture de ce script, MicroStrategy détient environ 158 400 Bitcoins acquis à un prix moyen d'environ 30 000 $, ce qui équivaut à un trésor estimé à plus de 4 milliards de dollars au taux de change actuel. Pour le moment, le pari a été plutôt gagnant, l'action MicroStrategy a augmenté de plus de 130% depuis 2021, surperformant largement le Nasdaq. Alors certaines voix s'élèvent aujourd'hui pour exprimer leurs préoccupations quant à l'accumulation de Bitcoin au sein des réserves d'entreprises comme MicroStrategy, de manière similaire à celles qui s'inquiètent de l'arrivée de BlackRock et des ETF et de l'impact potentiel sur la décentralisation du réseau. En résumé, il existe des inquiétudes selon lesquelles des acteurs détenant d'importantes quantités de Bitcoin pourraient exercer un contrôle unilatéral sur l'orientation future de cette technologie. Personnellement, je ne suis pas vraiment inquiet.
Bitcoin repose sur un système d'autodéfense extrêmement puissant basé sur les intérêts économiques de tous ses utilisateurs. Et par là, j'entends les particuliers, les commerçants, mais aussi les mineurs, les plateformes d'échange, les développeurs et toutes les entreprises du secteur. Ça fait du monde. Une seule entreprise, aussi importante soit-elle, ne peut pas changer le code de Bitcoin de manière unilatérale. Enfin, si, elle le peut, mais elle créera son propre Bitcoin, son propre réseau. Qui voudra suivra. Bitcoin n'est pas coercitif. Il repose sur la participation volontaire et la libre coopération des individus. Si les règles ne vous plaisent pas et que Bitcoin n'est pas à votre goût, vous n'avez qu'à sortir du réseau, ce n'est pas plus compliqué que cela. En tout cas, cela m'amuse toujours autant de voir la différence de pédigré entre les pros et les anti-Bitcoin. D'un côté, vous retrouvez souvent des directeurs de think tank, des économistes, professeurs à la fac et des journalistes plutôt de gauche qui passent, disons-le, une grande partie de leur temps à blablater sur de la théorie. Et de l'autre, vous avez des milliardaires visionnaires et productifs tels que les frères Winklevoss, Elon Musk ou encore Michael Saylor dont on a parlé aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires la prochaine personnalité que vous voudrez que l'on traite dans une vidéo. En attendant, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vivement à aller regarder celle-ci que nous avions fait sur Jack Dorsey. Un parcours de vie atypique et passionnant.